C'est le retour, on va parler de drogue, mais on va essayer d'en parler intelligemment, en sourçant, se référant à plein d'articles, de recherches, de sources institutionnelles, de journalistes que je suis allé chercher à l'avance, pour vraiment se poser la question du rapport de la gauche à la drogue et pas tomber justement, ce que je disais dans l'éditorialisme un peu vide, où on finit tout vite par tourner en rond. Puis je vais aussi parler de mon propre rapport à la drogue, puisque c'est un milieu dans lequel j'ai évolué pendant des années, donc pour voilà, vous expliquer un peu ce que j'en pense, notamment sur les drogues dures et tout machin, et voir justement comment est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça. Je vous dis, là on part pour une aventure, hein. Vraiment, j'espère que vous avez mis vos casques, que vous êtes prêts à aller creuser au fond du fond de la mine, parce que sur la question de la drogue, j'ai en fait, ça fait des années que le sujet m'intéresse, que je lis à droite à gauche et tout, et là je me suis dit, vas-y, je vais tout mettre sur un document, là, tout ce que j'ai en tête. Et donc, du coup, bah, ça a tourné un peu comme la vidéo sur Kaizen, là, sur Inox. C'est parti en mode, ok, j'ai rempli, je sais pas le nombre de pages que j'ai, mais un document Word sur ça. Je pense que j'en ferai une vidéo longue un jour, tellement le sujet me passionne, et du coup voilà, je pense qu'on va en parler. On va juste regarder, et puis après je reviendrai en format plein écran, mais on va juste regarder d'abord une toute petite vidéo qui résume l'affaire Kerbrat, juste pour voilà, poser la situation, où est-ce que ça en est, etc. Mais je le redis, on va pas faire du commentaire d'actu, donc ne vous attendez pas à ce qu'on passe 3 heures à parler de ce que les filles auraient dû dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, parce que je m'en fous. Voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous, je m'en fous royalement. Bah écoutez, on va lancer le petit, donc c'est un petit résumé de l'affaire Andy Kerbrat qui secoue l'actualité nationale, pour pas grand chose selon moi, et ensuite on va parler de tout ça. Le député La France Insoumise Andy Kerbrat a été interpellé en train d'acheter de la drogue à Paris. Les faits ont eu lieu le jeudi 17 octobre sur le quai de la station de métro Lamarck-Colincourt dans le 18e arrondissement. La police a contrôlé 2 hommes après avoir vu un échange ressemblant à une transaction de drogue entre eux. L'acheteur, qui s'est trouvé être le député de Loire-Atlantique, était en possession d'1,35 g de 3 MMC, une drogue de synthèse de plus en plus répandue aux effets semblables à la cocaïne. Andy Kerbrat a immédiatement reconnu les faits et a été entendu en audition libre le lendemain. Il n'a pas été placé en garde à vue. La justice doit le convoquer prochainement dans le cadre d'une ordonnance pénale utilisée pour juger les affaires de faible gravité. Le vendeur, un mineur déjà connu des services de police, a lui été placé en détention provisoire. Dans un communiqué publié ce mardi, le député LFI a assumé sa responsabilité. Il évoque des problèmes personnels et a annoncé entamer un protocole de soins. Andy Kerbrat s'en prend également au journal Valeurs Actuelles qui a révélé l'affaire, pointant du doigt la porosité entre des sources policières et des médias d'extrême droite. Voilà, bon, on revient en facecam. Franchement, pour moi, c'est sans intérêt, je vous le dis, mais vraiment, je trouve, mais j'ai trouvé ça, mais pas intéressant, mais du tout. Aurélien qui nous dit « Salut, depuis le début du mois d'août, le Sénat philippin procède à une commission sur la politique menée par Rodrigo Duterte. Cette politique a fait des milliers de morts dans une guerre contre la drogue. » Je vais pas tout lire, Aurélien, mais on va revenir en profondeur et on va évidemment parler des Philippines dans ce qu'on va dire. On parlera aussi du Salvador, où il y a justement des guerres contre la drogue qui sont menées et qui font énormément de victimes. Et justement, pour poser la question de c'est quoi en fait le modèle de la guerre contre la drogue, qui est le modèle porté par la droite, qu'est-ce que nous on lui contre, et dans quelle représentation de la drogue on est dans nos sociétés. Sur la question de Andy Kerbrat, je sais pas si je le dis bien, hein, m'en voulez pas si je le prononce mal, mais pour moi en fait c'est vide, hein. Pour moi c'est vide. Oui, on a un député qui prend de la drogue, en fait c'est quelque chose qui n'est pas si surprenant. Il y a déjà d'autres cas de députés toxicos qui ont pris de la drogue ou qui ont été arrêtés pour ça. On a quand même un cas d'un député qui a essayé de droguer une collègue. Là c'est quand même autrement plus grave et ça fait bien moins scandale et on en a beaucoup moins parlé. Je m'excuse par avance, je vais utiliser le mot toxico de temps en temps, j'essaie de l'enlever de mon vocabulaire, mais ça vient de mon milieu d'origine. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce terme. Je sais qu'il est problématique et j'essaie de ne plus le faire, mais c'est des habitudes de langage et c'est pas toujours simple de les enlever. Mais oui, on a un sénateur qui a quand même acheté de la drogue pour droguer une collègue. Enfin, c'est extrêmement grave. Et bon, si les gens veulent s'intéresser à une affaire grave, il y a
le procès le procès du RN, comme tu dis, Wisdom, qui m'a l'air un tout petit peu plus intéressant que savoir que Bidule il a acheté 3 grammes de coke ou je sais pas quoi. Je connais pas les drogues de jeunes, mais de MCC là à un type dans le métro, mais franchement, mais c'est non de la merde, vraiment de la merde. Mais ce que ça montre en fait surtout, c'est la dynamique dans laquelle on est. Voilà, c'est ça, 1 gramme de 3 MMC apparemment. C'est une drogue qui n'existait pas dans ma jeunesse et qui n'existait pas à l'époque où moi-même j'étais dans le monde un peu des gens qui prenaient des drogues et compagnie. Ça évolue extrêmement vite toujours, et pas pour rien d'ailleurs. C'est un autre sujet qu'on va aborder plus tard. Pourquoi est-ce que le terme toxicomane est problématique? On préfère dire usager en général. En fait, ils utilisent plutôt le terme usager parce qu'en fait, le terme toxicomane, ça renvoie à une forme de déviance un peu personnelle, quelque chose de l'ordre d'une sortie de la norme. Et en fait, c'est plutôt des personnes qui sont usagères de drogue, et c'est enlever le côté péjoratif du méchant toxico justement et tout. Pour expliquer pourquoi moi je parle comme ça, on va peut-être commencer par ma relation à la drogue, comme ça vous saurez d'où je parle. En gros, on va parler de trucs un peu perso et tout, hein, mais on y va. Mais je pense que faut être clair, il faut aller dans le cœur du sujet. Moi, j'ai fumé du crack pour la première fois quand j'avais 14 ans. J'étais dans un milieu justement touché par l'addiction vraiment pendant toute mon adolescence, avec des gens qui prenaient des drogues dures. J'ai vécu dans un appartement avec ma sœur où on vivait avec un dealer de crack, hein, tout simplement, avec des drogues plein la baraque, avec des gens qui étaient addicts, qui étaient justement ce que nous on appelait à l'époque, et c'est pour ça qu'on utilisait le terme toxico. C'est pour ça que j'utilise le mot toxico avec c'est l'habitude en fait, mais c'est comme ça qu'on se désignait même entre nous en fait. C'était la manière dont on parlait nous-mêmes de nous-mêmes, et c'était vraiment un milieu où il y avait énormément donc de drogue, énormément de consommation de drogue. On était des jeunes, hein, on était tous mineurs, on était en errance, hein, complètement, enfin en errance maintenant on dit jeunes en errance, mais surtout pour les jeunes qui vivent complètement à la rue et tout, mais une partie d'entre nous l'été justement, avait pas de domicile, on vivait chez les uns, chez les autres et tout. Et du coup avec beaucoup de consommation de drogue, toutes les dérives que ça peut entraîner, la violence, l'addiction, les violences de l'addiction et tout. Donc voilà. C'est quelque chose, c'est un truc qui est compliqué quoi. C'est un milieu extrêmement compliqué, c'est un milieu extrêmement dur. C'est quelque chose auquel finalement la plupart des gens sont pas exposés, parce qu'on va le voir, mais il y a des déterminismes sociétaux en fait qui font que tu te retrouves dans ce vécu-là. Tu te retrouves pas à fumer du crack à 14 ans quand t'as une famille normale, un environnement social normal, et c'est justement assez important de le dire. Et moi j'étais dans un milieu qui favorisait ça quoi. Jeune, sans cadre familial, déscholarisé, très très pauvre, très précaire, dans un milieu de jeunes sans cadre familial, déscholarisé, très précaire, avec énormément de drogue qui circulait. On n'était pas dans les grandes villes, hein, on était dans des zones de campagne, parce qu'il y a quand même ce stéréotype où on croit que la drogue c'est que dans les grandes villes, mais non. On était en province, on était dans une petite ville de merde, mais une petite ville avec ses HLM, avec sa pauvreté, avec son impossibilité d'emploi, avec aussi aucun encadrement, je veux dire, il y avait personne pour s'occuper de nous, il y avait pas non plus de centre pour la toxicodépendance, il y avait rien d'installé, et donc du coup on était là-dedans, et il y avait de la drogue, et la drogue en fait c'était quelque chose qui venait pallier comment dire un petit peu en fait finalement le fait qu'on était abandonnés, on était des outsiders quoi, on était complètement hors de la société, on était des gens que des jeunes qui avaient été c'est pas qu'un rapport à l'ennui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit la drogue c'est souvent un rapport à l'ennui, c'est pas ça. C'est plutôt que en fait on était dans un environnement extrêmement isolé,
où il y avait vraiment une espèce de, je sais pas comment dire, on était à l'abandon, qu'on était perdu, et en fait quand tu sors de la société, bah tu rencontres les gens et tu rentres dans une autre société, quoi, qui est un petit peu, si on pourrait dire, l'underworld, quoi, l'envers du monde, hein. Et une fois que t'es là-dedans, en fait, bah c'est un monde de gens qui sont un petit peu sortis justement du monde ordinaire. C'est l'univers parallèle de la marginalité. Et dans cette espèce d'univers parallèle, bah il y a des socialisations qui sont complètement décalées de celles qui sont dans le reste du monde. Ouais, le dark side dark side of the saucisse, exactement. C'est ça. C'est mort à dire, mais c'est vraiment ça, quoi. Si on est dans une saucisse, là, t'es à l'intérieur, t'es dans la saucisse. Oh mon Dieu, on est tous dans la saucisse. J'ai grandi dans une ville de 8000 habitants et la drogue était partout, peu importe ton milieu. Tu pouvais limite pas y échapper parce que la ville était petite. Ouais, là, c'est encore autre chose. C'est vraiment qu'en gros, en passant dans la marge, moi, c'était pas le cas. Il y avait pas de la drogue. Je voyais pas la drogue avant de me retrouver dans cette marginalité. Et en fait, une fois que je suis rentré dans la marginalité, il y avait, on va dire, la drogue, elle prenait une place, elle était omniprésente en fait dans les milieux un peu marginalisés. Et le fait de prendre des substances et tout, c'était une manière en fait de s'intégrer à un groupe, à la culture d'un groupe, qui te permettait en fait de reconstituer un tissu social qui te protégeait. C'est paradoxal, mais en fait, par la prise de drogue et tout, tu te retrouvais à ne plus être seul et isolé, quoi. T'appartenais à quelque chose. Non seulement tu retrouvais du sens parce que tu retrouvais une sociabilité, tu retrouvais des amis, tu retrouvais un environnement, tu retrouvais des gens avec qui tu pouvais en fait sur qui tu pouvais t'appuyer, mais aussi en fait je sais pas, ça avait quelque chose de très sécurisant, quoi. C'est je suis plus tout seul, on s'entraide, on se serre les coudes et tout. Il faut pas croire que dans le milieu de la drogue et tout, les gens sont tous en train de se faire les poches et de se poignarder, etc. Ça arrive à partir d'un certain stade, quand les choses elles dégénèrent vraiment, mais il y a aussi énormément d'entraide, il y a énormément de personnes qui se rendent service, et en fait tu te sens beaucoup moins seul, hein. Moi, ce que je sais, c'est que dans mon monde à moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, quand je suis sorti de la société, que j'étais vraiment perdu, j'étais abandonné, je vivais des choses qui étaient extrêmement injustes et extrêmement graves, sans avoir les moyens de mettre les mots dessus, ni l'accompagnement, ni la protection pour le gérer. Je me suis, ouais, comme tu dis, Basile, je me suis créé un peu une identité, mais pas forcément autour de la drogue, mais autour plutôt de la marginalité, de cette vie dans les marges, où la drogue était omniprésente. Notamment, moi, j'étais dans le milieu des free parties, mais les free parties hard, hein, c'était pas les free parties des villes, c'est des trucs vraiment, t'es perdu au milieu de la montagne, dans un environnement où il y a aucune sécurité, c'est extrêmement sauvage, extrêmement brutal, il y a beaucoup d'entraide, mais il y a aussi beaucoup de violence, et c'est un milieu extrêmement délinquant, avec beaucoup de gens qui passent par la prison, avec des gens qui ont des armes, avec des fois où les gens, ça part très très loin quand ça dégénère, ça va très très loin. En fait, t'es balancé là-dedans. Et d'une certaine manière, les interrelations que tu crées, le fait d'appartenir à ce monde-là, ça te permet d'avoir l'impression que t'es autre chose qu'une chose brisée dans un monde où t'as pas ta place. Parce que quand t'es exclu, en fait, les gens comprennent pas, mais la marginalité, c'est quelque chose d'ultra violent, en fait. Le fait qu'on te fasse sentir et comprendre que toi, t'as pas le droit d'appartenir au monde, que toi, t'as nulle part, tu ne seras chez toi, que ce que t'es, c'est anormal, que c'est ta faute, parce qu'on est dans un monde qui individualise aussi ça, que c'est ta faute si toi, t'as pas de famille, pas d'argent, qu'à 16 ans, tu te retrouves dans la merde, à pas savoir comment tu vas faire pour faire ton prochain repas ou ce genre de truc. En fait, rencontrer d'autres personnes qui partagent ce vécu-là, ça fait du bien. En fait, ça te donne l'impression que tu vaux quelque chose, et dans un sens, ça t'aide à survivre, hein. Au final, tout ce que j'ai connu, moi, à ce moment-là, pour m'aider par rapport à la drogue, ça a été la répression. À cet âge-là, donc je suis hyper vulnérable, hyper seul, totalement isolé, dans un espace social qui favorise les conduites à risque, mais qui est aussi le seul espace social dans lequel je peux vivre parce que j'ai aucune autre contre-proposition. Et tout ce qu'on me propose en face, c'est vraiment de la répression. C'est les flics, c'est des soignants aidants qui soi-disant vont t'aider. Par exemple, moi j'ai eu un suivi psy pour toxicodépendance quand j'avais 16 ans. Les psys en ont rien à foutre, ils font des comptes rendus à tes parents, hein, les mêmes parents qui t'ont abandonné ou quoi que ce soit. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ces gens-là sont censés être de ton côté, et finalement, ils sont en train de te vendre aux gens qui t'ont mis dans la merde, quoi.
c'est un peu horrible. Ça crée un truc de t'as confiance en personne. L'institution, par exemple l'école ou le lycée, la majorité du temps, t'as affaire à des gens qui ne voient la question de la drogue que en rapport à la norme, c'est-à-dire as-tu ou non transgressé. Lui, il a fumé un joint. Ah, mon Dieu, il a fumé un joint, ben on va le virer. Voilà, moi, le nombre de gars que j'ai connus, donc, qui étaient dans la même situation que moi, hein. En gros, ils sont dans la merde. Ils ont des énormes problèmes familiaux. Ils sont totalement dans la petite délinquance parce qu'ils sont en grosse galère. Ils se font choper au lycée en train de fumer un joint. On dit, il a fumé un joint, bah lui, il doit être renvoyé. Bon, bah c'est super, voilà, il avait plus aucune chance comme ça socialement. Enlevons-lui le peu qui lui restait, enlevons-lui peut-être un des rares espaces où il pouvait échapper à son cadre familial, jetons-le dehors, surtout ne faisons rien, quoi. Et du coup, voilà, la problématique de la drogue, la manière dont ça s'était présenté, c'était en fait un espèce de flicage, mais pas que par les condés, quoi. C'était un flicage de tous les côtés. C'était vraiment en mode ok, tu vis dans un monde où il y a des, en fait moi je me rendais, par exemple tu vois, fumer du crack, moi quand j'ai fumé du crack, du coup j'avais 14 ans, c'était une époque où j'étais un peu à la rue, dans galère, dans des moments un peu difficiles. Ça s'est fait dans une de ces sociabilités là dont on parle. Moi, dites-vous, j'en ai parlé à ma mère, par exemple. C'est un truc que j'en avais parlé à ma mère à l'époque. Même en fait, parce que j'étais tellement un gamin que la première fois, en fait, j'ai fumé sans trop savoir ce que je faisais, quoi. Il y avait un gars le mec qui est arrivé en me disant, salut, on va fumer du crack. Voilà, ceci est un caillou de crack. C'est composé en partie de cocaïne basé avec tatati tatata. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé que le type, il était là, il fumait son truc. Il y avait d'autres gens, machin, viens fumer avec moi, nanana, et tu te retrouves à fumer un truc, tu comprends que c'est pas normal ce qui s'est passé, puis t'essayes de comprendre, puis plus tard j'ai su, bien, parce que j'ai fréquenté ce milieu-là, j'ai compris, mais j'étais vraiment dans une naïveté. Moi j'en ai parlé à ma daronne, mais ma mère elle s'en battait les couilles, genre vraiment, moi j'étais dans ce monde-là, vous voyez, c'est dire l'écart que j'avais avec le monde des autres gens. Les gens ils se disent, c'est pas possible qu'un gamin il aille à 14 ans dire à sa mère qu'il a fumé du crack, et que sa mère elle soit en mode ouais ok, non mais j'ai pas le temps, quoi, tu vois. Mais moi c'était ma vie à moi. Et du coup, là-dedans, quand tu es confronté à ça, et qu'en face, en fait, tu as un discours ultra répressif, et qu'en même temps, tu es totalement abandonné, et qu'il y a de la drogue qui circule de tous les côtés, et que tout le monde en prend, et que toi aussi t'en prends, et que tu commences à développer un rapport addictif à la défonce et tout, machin, il n'y a aucune solution qui t'est opposée, quoi. On te donne rien. Il n'y a pas de sortie possible, en fait. T'es dans une impasse et tu sais pas comment faire. La réalité, c'est que des gens comme moi, il y en a plein, et que la plupart, en fait, ils tombent pas non plus dans le fond de l'addiction, hein. La plupart, ils font ce que j'ai fait moi, ils négocient avec leur consommation, ils font ce qu'ils peuvent et tout. Mais tant que t'es dans les milieux, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dur de sortir de la consommation. Et moi, ce qui m'a sorti du truc, et après on reviendra sur la suite, est-ce que tu as réussi à développer une relation amoureuse dans ce contexte ? Ben oui, puisque je me suis mis avec ma femme à cette époque, et c'est grâce à ça que je m'en suis sorti. Désolé, hein, je vous fais un storytelling à l'américaine, mais il y a de ça. C'est que ma femme, pour le coup, sans être dans le jugement, c'est-à-dire jamais elle nous a jugé, jamais elle a jugé ce qui se passait ou quoi, et puis elle vivait avec nous dans mon appart, donc rempli de fumeurs de crack, de drogue, donc un gars qui vivait avec nous qui était un dealer, et en fait, donc voilà, moi j'étais dans un milieu, voilà, où ma femme elle vivait aussi avec nous, et moi j'ai des souvenirs de scènes, voilà, je me rappelle un jour, je rentre. Et ma femme, elle connaissait un peu moins que moi quand même, elle savait pas, et c'était au début quand elle vivait avec nous, et je rentre dans mon appart, dans le salon, et il y avait, je pense, 10 mecs en train de baser et de fumer du crack au milieu du salon, dans un nuage pas possible, et ma femme qui s'était mise dans un coin avec ses écouteurs et qui était en train de réviser son bac, quoi. Et elle était en train de travailler sur son bac et tout, machin. Moi, je suis rentré dans la pièce, je lui ai dit non, viens, sors de là, en fait. Et puis je lui ai dit, voilà, là, il faut surtout pas rester dans ça, quoi, et tout. Et moi, en vrai, j'ai essayé, en fait, de rester... J'essayais de pas tomber totalement, parce que je voyais les personnes... Je voyais le bout du chemin, je l'avais déjà vu, je savais où ils allaient, j'en avais peur, quoi. Je voulais pas tomber dans la dépendance, je voulais pas finir à la rue. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie, c'est que j'ai choisi mes drogues d'une certaine manière.
là où beaucoup partaient vers toutes les dérivés de la cocaïne, tout ça, machin. Moi, à un moment donné, j'ai pris un virage vers les drogues psychédéliques. Je pense que ça m'a pas mal aidé. Genre, tout ce qui était LSD, champignons, tout ça, même si ça peut être très violent. J'encourage évidemment aucunement à la consommation de quelque manière que ce soit. Je le dis déjà légalement, mais aussi parce que c'est ce que je pense. Je vais pas juger le fait que des gens consomment. Ça, c'est plus facile de gravir l'Everest, mais 1 milliard de fois plus facile que de revenir de la dépendance quand t'es vraiment dedans, quoi. Aussi, c'est des milieux que les gens comprennent pas aussi comment on peut rester dans des milieux comme ça, mais c'est aussi des milieux qui dégénèrent. C'est-à-dire que c'est des milieux où on est un groupe, tout le monde n'est pas en fait quand t'arrives dans le groupe t'as pas un type qui vient et qui dit bon voilà lui il est dans cet état, tu vas finir comme ça si tu fais de la merde. En fait on est tous un peu innocents et naïfs parce que l'air de rien dans le groupe les plus vieux, moi dans lequel j'étais, ils avaient 18 ou 19 ans et c'est un 18 ou 19 ans, c'est pas bien vieux pour avoir une expérience de la vie, et en fait le groupe se perd, quoi. Et tout le monde se perd et se perd et se perd tous ensemble. C'est aussi parce que je connaissais des héroïnomanes et des trucs comme ça, que j'avais déjà vu des héroïnomanes et que j'avais déjà été aussi dans une teuf où il y avait des mecs qui avaient fait des overdoses et qui en étaient morts et tout, que moi j'avais quand même une certaine méfiance. Mais je pense qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas été tout de suite très tôt confrontés à ce côté hyper radical de la drogue, je pense qu'ils ont... c'est difficile pour eux de se dire... Ouais, là en fait ce que je suis en train de faire avec mes potes, quand on fume un peu, quand on fait ci, quand on fait ça, bah ça peut aller super loin. En fait on s'en rend pas toujours trop compte, et en fait au moment où le milieu il est parti en couille, c'est devenu hyper toxique, et même entre nous, parce que moi à la fin c'était ça, hein, entre nous la solidarité c'était plus de la solidarité, c'était une solidarité de survie, où on était dans un truc où tout était en fait un moyen de répéter l'intoxication, et on était en fait dans une quête perpétuelle de retrouver une substance quelconque pour pouvoir se remettre la tête, mais en même temps il y avait un truc de on n'a pas d'argent, on est dans la merde, et on se fait les poches, et puis ça devient hyper malsain, quoi. Et du coup, c'est ça, je pense que tu le sais pas au début, ça vient tard, mais une fois que t'es dans ce milieu-là, et que c'est ça toute ta sociabilité, et que t'es coupé de tes amis parce que tes autres amis tu les as perdus, les autres personnes tu les as perdus, ce monde-là c'est le seul monde qui te reste, et c'est compliqué de faire autrement. L'addiction est plus un problème social qu'un problème de produit. Il est souvent, pour sortir de l'addiction, il faut couper avec une partie de ses connaissances. Ouais, en tout cas moi c'est comme ça que je m'en suis sorti. Et en fait, il se trouve que ma femme, donc qui était ma copine de l'époque, elle a eu son bac, qu'elle réussissait ses études, que moi, comme j'ai compris qu'elle allait partir et que j'allais rester dans ma petite ville de province, dans mon cercle de toxico, j'allais rester là, quoi. Et en fait, je me disais, mais c'est quoi la vie que je vais avoir? Ça a commencé à me faire peur, parce que aussi, le milieu avait dégénéré. Et du coup, en fait, moi, je me suis mis à réviser, je me suis mis à travailler pour me couper de ce milieu. Je suis retourné vivre chez ma mère un moment, ce qui était horrible, parce que j'ai pas du tout une bonne relation. Elle était avec un mec avec qui j'avais une relation encore plus horrible que ça. En gros, merci Salomé d'avoir été une bonne influence sur Mathieu, comme ça on peut avoir cette commu de taupirates. Ouais, absolument, absolument. Mais une bonne influence, c'est pas quelqu'un qui te dit tu devrais arrêter. Mais comment tu prends de la drogue? Mais tu devrais t'arrêter, nanana, parce que ça c'est du jugement en fait. Et en fait, à un moment donné, non, on n'a pas besoin d'être jugé, surtout dans ces moments-là, on est perdu, etc. Moi, j'ai toujours été avec quelqu'un qui me disait fais attention, tu vois. Fais attention à toi, quoi. Fais attention à toi parce que je t'aime, et ça compte, tu vois. Ça, c'est un truc qui te touche. Et c'est aussi quelqu'un qui te disait, tu vaux pas rien. T'es capable. Tu vois, tu peux faire quelque chose, t'es capable, tu vaux quelque chose, parce que quand t'es dans la marginalité, ça peut paraître difficile à imaginer aujourd'hui, parce que en fait, d'une certaine manière, dans ma vie actuelle, on peut se dire ah mais ça va, ça allait tout droit. J'ai l'impression des fois je suis un mec chiant, vous savez, un espèce de daron de banlieue là. Franchement, je suis une desperate housewife maintenant. Mais il y a un moment en fait où quand tu vis vraiment, t'es abandonné, que t'as personne qui te soutient, personne te dit que tu vaux quelque chose et tout, tu te dis que tu finis par y croire, quoi. Et c'est horrible, et t'as cette sensation que tu jamais tu pourras rien faire, et avoir une personne qui te dit non mais vas-y, moi je crois en toi, moi je crois que tu pourras faire quelque chose, moi j'ai confiance. Ça te sort de beaucoup de choses, hein. T'abuses de la Desperate Housewife. Vous regardez d'où je pars. Regardez d'où je pars, regardez où je suis. Regardez-moi dans ma bibliothèque. Imaginez quand je vous parle, quand j'avais 16 ans, mon canapé, c'était c'est pas un canapé, c'était un matelas. C'était un matelas coupé en deux avec un bout de mousse comme ça pour se mettre derrière. Non, vous vous rendez pas compte, hein. J'avais un cendrier posé par terre. Enfin, c'est ce genre d'endroit, quoi, hein.
Mais voilà, donc voilà, mais l'alcool a failli m'avoir, parce que l'alcool, bah, c'est la drogue de la sociabilité. Au moment où je refaisais des études, j'étais quand même toujours très précaire, j'avais quand même toujours des soucis, et rapidement, bah, tu tombes dans un truc où tu bois quand même plus que de raison et tout, et c'est quelque chose sur lequel il a toujours fallu que je fasse quand même assez attention. Ça. Voilà, l'alcool, selon Santé publique France, c'est 41 000 décès par an. Mais l'alcool, c'est pas perçu du tout comme une drogue, et les gens, ils sont en mode ouais, exactement comme tu dis. Ah non, mais vas-y, tu vas bien reboire un petit verre. Ah, mais pourquoi tu bois pas? Mais t'es pas fun, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous fais chier? Ah, mais t'es ennuyeux. Il y a quand même un truc dans la catégorie drogue où on se rend compte que ben, le principe de penser la drogue, c'est vraiment une catégorie répressive, quoi. La drogue n'est pensée que par rapport à un système de répression. Par exemple, la catégorie légale de la drogue, le joint ou le crack, même combat. C'est tu es sorti de la loi, tu as trahi la loi, tu as déconné, tu as totalement déconné. Et ça montre bien comment notre représentation de la drogue, elle est déjà faussée de base, hein. La question de la sociabilité autour des drogues, elle est hyper importante, et en fait on le sait tous. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure par rapport aux drogues dures, mais dans d'autres milieux. Mais en fait on voit comment il y a un moment c'est une question d'isolement, en fait, hein. C'est une manière de contrer un isolement. Et souvent, quand on voit mis en scène dans des reportages, etc., les migrants ou les personnes qui sont dans des grandes situations de précarité à la rue et tout, et qui sont liées à la toxicomanie. Alors déjà, attention aux stéréotypes, hein, toutes les personnes à la rue ne sont pas addicts ou alcooliques, hein, ça c'est un stéréotype. Il y en a plein qui ne boivent même pas du tout, mais on comprend aussi qu'il y a une certaine sociabilité qui favorise ça dans des espaces, et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour vous et moi au quotidien de refuser la drogue, parce que vous n'avez pas à la refuser en fait. Si vous étiez à la rue, vous auriez à la refuser littéralement. Vous auriez quelqu'un qui vous en propose, et ce refus pourrait engendrer une exclusion d'un groupe qui peut-être vous protège de choses extrêmement graves, particulièrement quand vous êtes jeune ou quand vous êtes une femme ou une personne sexisée, etc., etc. Donc c'est vraiment, faut comprendre comment la drogue fonctionne au niveau social pour comprendre comment les gens rentrent dedans, hein. On voit Andy Cartwright qu'il est jugé comme un individu seul, isolé, comme si en fait il n'y avait pas un lien. Peut-être, tu vois, la vraie question qu'on aurait dû se poser, c'est la drogue et les parlementaires. Il y avait une députée qui avait dénoncé le fait qu'il y avait beaucoup de drogue qui circulait à l'Assemblée nationale, et qui disait que c'était beaucoup lié à certaines pratiques en termes de travail. Et on sait en fait que la drogue et le travail, c'est lié. Par exemple, il y a dans les milieux professionnels, je vous ai trouvé quelques petites stats là. Chez les professionnels de la restauration, on représente un pourcentage de 12,9% de consommateurs de cannabis, 9,2% pour la cocaïne et 7,9% pour les amphétamines. Et chez les cadres, on trouve 7% des cadres qui prennent de la coke dans le cadre de leur travail. C'est quand même pas rien, ça. C'est quand même pas rien. Ça montre bien qu'il y a une corrélation entre une activité professionnelle, des conditions de travail délétères et l'addiction. Ce qu'on pourrait tout à fait imaginer chez des parlementaires qui essaient de vraiment faire leur travail. Les parlementaires qui suivent le rythme des séances à l'Assemblée, c'est chaud. Je vais vous montrer un petit extrait de vidéo que j'ai trouvé sur la chaîne Karaté Bushido. C'est un mec donc qui est pas du tout un flic ou quoi, hein, mais qui est un gars qui fait du kung-fu, des trucs comme ça, qui va se promener, je crois que c'est Porte de la Chapelle à Paris, avec un invité, et en fait ils vont énormément aborder la question de la drogue, parce que c'est une zone où il y a pas mal de gens qui consomment du crack, et vous allez voir la manière dont il en parle, et à partir de là on va un peu discuter de c'est quoi la proposition qui est faite en France sur la drogue et comment c'est perçu. Alors bonsoir à tous, j'espère que ça va. Depuis la dernière vidéo, il y a eu énormément de commentaires sur la toile Karaté Bushido. Aujourd'hui, on est avec Brice. Bonsoir à tous. Voilà. Donc vous l'avez déjà vu sur Karaté Bushido. Et aujourd'hui, il est avec moi et on va aborder un peu... Bon, si vous voulez mon avis rapidos, le MBH, pour moi, c'est un mec un peu à la dérive. C'est un confus, mais qui a des positions, pour moi, de plus en plus problématiques. Karaté Bushido, en plus, est en train d'avoir des positions de plus en plus problématiques en tant que magazine en général. Notamment, j'en avais parlé, le fait qu'ils invitent des mecs comme Orsou Korsou, donc Maxime Bellamy, hein, qui est un type dont Street Press a montré les liens nets et clairs avec la sphère néo-nazie. Un homme qui se bat quand même avec tatoué To Wait For You sur le bide, hein, trop blanc pour toi. On se demande ce que ça peut vouloir dire. Question de self-défense dans la rue, parce que face à un toxico, face à une personne lambda, c'est pas pareil. Donc là, on va voir un peu avec Brice, on va aborder ce sujet-là.
Enfin, les Vous voyez, quand lui il dit toxico, c'est pas comme moi quand je dis toxico. Il se met pas dedans, lui. Vous voyez tout de suite le toxico. C'est pour ça que le terme toxico, il est un peu problématique. J'essaye de plus l'utiliser, mais vous voyez que j'ai encore du mal. Mais c'est un terme, vous voyez, tout de suite, ça désigne et ça déshumanise totalement l'ensemble, quoi. C'est les toxicos, quoi. Hein. toxicos, ils sont gentils, ça dépend desquels. Si le toxico se shoot, je sais pas ce que t'en penses, hein. Le toxico se shoot. Je sais pas, il se shoot, il va dans les escaliers, ok, très bien. Et il fait rien, il agresse pas, etc. D'accord, on va dire. Il faut l'aider, il faut l'amener dans les centres de shoot. Super déjà cette idée, ils vont se shooter, mais ils ressortent, ils se shootent dehors. Donc il y a des doses de shoot en plus. Génial comme idée. Et donc, les enfants, ils prennent Donc les enfants, j'adore ce donc les enfants, vraiment. Moi évidemment les salles de shoot c'est une obsession pour eux, c'est de l'incitation à la drogue, ça pousse les gens à se droguer. En fait les salles de shoot c'est purement sanitaire, parce qu'en fait souvent les personnes qui prennent des drogues, c'est des personnes qui vont avoir ensuite d'autres problèmes, notamment par exemple si vous voulez un exemple pour comprendre facilement, c'est l'héroïne et le sida quoi, tout simplement. Le fait de se piquer avec des seringues. Pourquoi ma tête est énorme d'un coup ? Est-ce que j'ai fait un truc, un zoom sans le vouloir ? C'est bizarre, non ? Ma tête est gigantesque. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ah oui, attendez, il y a un truc, attendez. J'en peux plus de ce truc. Dites-le moi quand ça part en couille. Faut que j'arrête de parler. Faut que j'arrête. Je zoome sans faire exprès. Je parle avec les mains. J'en peux plus. Attendez. C'est n'importe quoi, pardon, on est sur un sujet méga sérieux, la technologie qui casse les couilles. J'en veux pas de ton truc. Arrête de zoomer. Bon, on fait de notre mieux. Ce live est professionnel. Mais ouais, du coup, la chasse à la drogue, elle se fait toujours sur finalement la drogue des milieux populaires, la drogue des populations précaires. On voit jamais la BAC en train de tourner autour des bars UP, des afters du Festival de Cannes ou de la Fashion Week pour chercher de la coke ou de la MD, alors que de la drogue dure, il y en a. Par contre, la BAC, elle va faire 15 fois le tour du quartier dans un quartier populaire pour aller trouver la petite barrette de shit ou un truc comme ça. Par exemple, vous prenez le crack et la cocaïne, c'est la même chose. Je veux dire, le crack, c'est de la cocaïne qui se fume. Hein. Alors, donc, c'est mélangé avec des produits, ça n'a pas exactement les mêmes effets, mais c'est quand même globalement la même chose, mais c'est pas vu de la même manière. La coke, perception plutôt positive, drogue bourgeoise, on la sniffe comme ça. Alors on va la sniffer sur des chiottes, hein, je vous dis pas la qualité du truc, hein, mais c'est associé à quelque chose de très convivial en fait, d'une certaine manière, voire à une bonne image de performance dans le capitalisme. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les cadres qui prennent leur petite coque pour pouvoir travailler et bien avancer, et à côté voilà, t'as la drogue de pauvre, là c'est scandale, c'est le crack et tout machin, mais à la fin je veux dire quelqu'un qui est cocaïnomane ou quelqu'un qui prend du crack, quand ils sont vraiment dans l'addiction, c'est la même chose. L'escalier parce que l'ascenseur tombe en panne. Ils ouvrent l'escalier, ils tombent sur un toxico en train de fumer, du crack. C'est bien ça ? Non, parce que, et l'enfant on l'aide pas, parce que vous êtes marrant. Vous pouvez aider les toxicos, aider-les, non mais il faut les aider, bien sûr. Et les enfants, vous les aidez pas ? Et les familles qui subissent ça, vous les aidez ou pas ? Et voilà, bah évidemment, bien sûr, si vous aidez les enfants, si vous aidez les toxicos, vous aidez pas les enfants. Hein, parce que si vous aidez les toxicos à se réinsérer, il réfléchit pas beaucoup MBH, mais bon, c'est peut-être parce qu'il fait un peu trop d'arts martiaux, il a pas le temps de réfléchir à autre chose. Il se dit pas, peut-être que si on aide ces personnes à se réinsérer, qu'on les accompagne pour sortir de la dépendance, ils ont plus de raison de se droguer, donc ils ne sont plus dans la cage d'escalier, donc les enfants peuvent prendre l'escalier, t'as aidé tout le monde. Waouh, c'est incroyable. Mais non, lui, la proposition, évidemment, c'est on les arrête et puis c'est tout, quoi. C'est pathétique, vraiment, c'est pathétique. Hein. Pourquoi vous parlez pas d'eux ? Arrêtez, s'il vous plaît, vous n'habitez pas là, vous savez pas ce que c'est. Donc, voilà, si c'est votre enfant, vous allez voir. Si on met les toxicos en bas de chez vous pendant une semaine, au bout d'une semaine, ah bah les toxicos. C'est vrai ou pas ? Je veux bien qu'on aide les gens malades, mais à la sécurité d'abord. Alors. Oh, cette phrase, oh là là. Ah mais vraiment, ah mais c'est des PNJ, mais vraiment, c'est des PNJ d'un jeu de droite. Je veux bien qu'on aide les gens malades, mais la sécurité d'abord, mais la sécurité d'abord, c'est aider les gens malades, espèce de con, mais c'est pas possible d'être teubé comme ça, quoi. C'est parce qu'on aide les gens malades que justement, il y a plus de personnes qui est dans la rue, c'est vos putains de politiques répressives de merde qui créent la situation dans laquelle on est actuel, hein. Je suis désolé, mais la France, de où, mais dans
quelle planète ils vivent ces gens pour penser que la France, elle a une espèce de politique d'accompagnement par rapport à la drogue, etc. On est dans un régime prohibitionniste depuis, mais toujours, on n'est jamais sorti de ça. On est dans une politique du chiffre qui cherche à séduire des électorats de droitards teubés comme eux, là. Et ça n'a jamais fonctionné parce que c'est des systèmes court-termistes qui ne fonctionnent pas. Et ça, je vous le démontrerai tout à l'heure. Mais vraiment, la politique de la guerre à la drogue, c'est de la merde. C'est de la merde qui ne marche que dans la tête et les cerveaux limités de ce genre de personnes. Mais vraiment, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça m'agace parce que c'est simpliste. D'ailleurs, moi, je veux souligner un truc quand même sur ça, c'est qu'à un moment donné, moi, je comprends, par contre, que quand tu vis dans ces environnements-là, tu te sens pas safe. Moi, j'ai dormi à la rue dans des trucs où il y avait des gens qui prenaient du crack, des trucs comme ça. Ouais, c'est pas des environnements où tu te sens en sécurité. Je dis pas qu'il faut rien faire. Si vous voulez, moi, des fois, j'entends à gauche des discours sur Marseille. J'ai entendu des trucs un peu lunaires, des fois dans des discussions avec des bobos gauchos qui étaient justement en mode oui, non, mais attention à la toxifophobie. Non, mais il faut laisser ces gens-là, nanani nanana, vivre leur expérience. De quoi on parle, je ne sais pas. Non à la répression, machin. Mais bien sûr que non à la répression. Mais attention, par contre, on va pas rien faire. Les gens qui vivent dans l'addiction, ils vivent aussi un enfer, quoi. Je veux dire, faut pas tomber non plus dans des manières d'aider qui soient rabaissantes, humiliantes, ou qui soient simplement fondées sur la violence, qui est la proposition. Parce que là, on rappelle que la proposition des deux gars, c'est de dire on va aller se promener avec notre karaté dans la rue où il y a des gens qui fument du crack pour vous apprendre à comment les tabasser. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais là, je suis désolé, mais le niveau de réflexion, il est ras du sol, hein. Et pour moi, c'est les enfants. C'est oui, prioritaire. C'est prioritaire, les enfants, on est d'accord. Les gens malades. Excuse-moi, quelqu'un qui est vraiment malade, c'est une insulte pour lui. Quelqu'un qui a des maladies auto-immunes, quelqu'un qui a le cancer, des enfants qui naissent avec des maladies, des pathologies, c'est une insulte pour eux de dire celui qui est addict, il est malade, il faut l'aider. Je sais pas, moi c'est ma vision des choses. Ouais, non, parce qu'ils ont subi ça quand ils étaient petits. Ouais, il y en a quand ça veut dire, imagine, tout le monde subit des choses comme ça quand ils sont petits, alors le monde part à la renverse. C'est-à-dire que tout le monde va... Ça va si vite, franchement, mais pour le coup, ils font mieux que moi. 2 minutes 30 de vidéo. Oh là 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 là. On est dans cette idée que chacun est responsable. Première chose, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des environnements qui favorisent la prise de drogue. Si tu grandis, il y a une étude de la revue Neuropharmacologie qui est sortie récemment qui démontre que si tu grandis dans un environnement pauvre et isolé, en étant confronté très jeune aux substances, tu as bien plus de chances de développer une addiction. Il y a des espaces sociaux qui favorisent les conduites à risque. Quand tu te retrouves comme moi à 14 ans à dormir dehors dans un milieu... c'est quoi le monde de la rue en fait? Il croit que c'est quoi ce type? Il croit que t'as le choix t'as le choix des gens, t'as le choix de où tu vas te retrouver, etc. En fait, il se rend pas compte. Tu te retrouves dans le monde de la marginalité et ça va créer des socialisations décalées. Et dans ce monde-là, c'est extrêmement difficile de faire les mêmes choix que MBH qui a passé toute sa vie dans son petit milieu peinard avec ses pépitos au goûter, quoi. T'as pas la même vie. Ton monde, c'est la guerre et dans cette guerre-là, tu fais des choix qui sont pas toujours les bons. Mais c'est très très facile de débarquer et de dire oh ouais non, ça va déjà dire que t'es malade, machin, etc. et tout. Mais bien sûr que si ton environnement t'expose à des substances, selon l'âge auquel t'es exposé à ces substances, ça peut avoir des effets sur l'addiction très très forts ensuite. Je reviens sur la revue Neuropharmacologie dont l'article montre que les intoxications répétées à l'adolescence entraînent bien plus souvent ensuite à l'âge adulte une perte de contrôle de la consommation d'alcool notamment. Par exemple, si tu prends beaucoup d'alcool quand t'es jeune, tu développes plus facilement de l'alcoolisme à l'âge adulte. Et ensuite, à un moment donné, on connaît en fait les schémas dans le cerveau de la fixation des drogues, le schéma de récompense, le schéma du plaisir lié à la dopamine, etc. et tout. La prise de substances a des effets qui sont en fait des effets tout simplement sur le cerveau, quoi. C'est des effets biologiques, point. Et oui, sur les facteurs à risque, quelqu'un le souligne, avoir vécu dans des environnements familiaux chaotiques, avoir vécu des violences intrafamiliales, des VSS, etc. et tout, ça a aussi évidemment une incidence sur le fait d'aller potentiellement un peu plus vers des comportements vers l'addiction, des choses comme ça. Mais ça, bon, c'est des choses que ce garçon n'a pas l'air de bien comprendre.
C'est une vision voilà extrêmement simpliste, et je trouve que c'est la vision simpliste de quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ce genre de problème. C'est vraiment pour moi, c'est une vision d'enfant, quoi. C'est la bêtise enfantine et naïve de quelqu'un qui voit le monde de façon binaire en bien et mal et qui s'est dit ah bah non, vous ne savez pas de quoi vous parlez, alors que moi je sais, moi qui n'ai jamais pris de drogue, je vais vous expliquer que c'est très facile de sortir de l'addiction. Ah oui, vous les craquettes, vous manquez de volonté. Non, mon garçon, c'est pas des gens qui manquent de volonté, c'est juste que c'est extrêmement dur, et si t'étais dans leur situation, si t'avais vécu peut-être que le 10e de leur vie, tu serais peut-être bien plus bas qu'eux, parce que tu n'aurais pas le quart de leur force mentale, parce que les gens se rendent pas compte que même dans un parcours d'addiction, il y a des gens qui essaient de s'en sortir, qui replongent, que c'est une bataille, et avoir ces discours ridicules qui en plus, non seulement culpabilisent les gens, mais vont jusqu'à dire ah non mais en plus t'es même pas malade, t'es juste faible et tout, mais c'est pathétique quoi, c'est pathétique. C'est vraiment pour moi un discours de droitard, c'est le même discours que le mec qui a tout eu, qui a hérité de son papa, vous savez la petite entreprise et tout, et qui dit ouais y a qu'à bien bosser à l'école pour réussir. Sauf que non, je suis désolé, ce que vous avez, c'est les privilèges en fait d'une vie tranquille quoi. C'est les privilèges d'une vie tranquille et puis c'est tout hein. Mais si vous voulez, on va peut-être faire un petit détour sur la question de la guerre à la drogue, parce que je pense que c'est assez intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, mais la France est un régime prohibitionniste sur la drogue. Ça veut dire qu'on est dans une prohibition des drogues. Il n'y a vraiment pas de la place pour une forme de dépénalisation. On est dans un système où on a vraiment une culture de la répression, et l'idée que pour enlever la drogue dans notre pays, la meilleure manière d'agir, ça va être de s'en prendre aux consommateurs de drogue. Ça, on l'a bien vu sous Macron. On a eu des opérations place nette, hein, notamment à Marseille. C'est vraiment une vision qui se pense sur l'ordre de la guerre. Hein. D'ailleurs, Macron a toujours adoré ça. Hein. Nous sommes en guerre et patati et patata. C'est une pensée qui est extrêmement court-termiste, hein, parce que le but n'est évidemment pas de réellement résoudre le problème. On va faire de la politique du chiffre au moment de une affaire, un fait divers médiatique particulier. Par exemple, il y a eu un règlement de compte à Marseille. D'un coup, on envoie des patrouilles de flics de tous les côtés et on visibilise en fait la lutte par les chiffres. Donc on dit ah oui, là on a déployé 200 policiers. Sauf que en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Ce système, il existe depuis des années. Hein. Sarkozy le faisait. On l'avait sous Chirac. En fait, cette guerre à la drogue, on l'a depuis les années 80. Ça ne change rien. En moyenne, 208 000 personnes sont mises en cause chaque année pour des affaires de stupes en France. La réalité, en fait, c'est que quand on regarde, c'est en majorité des consommateurs. Je me réfère à un rapport de l'Assemblée nationale qui a été fait par Coquerel sur la question. C'est 179 000 de ces personnes qui sont arrêtées sont des consommateurs. C'est fou. D'ailleurs, il y a le chiffre hein, sur les infractions liées au trafic, c'est 44 000 personnes, donc 21% des arrestations. Donc c'est très peu. Parce que la guerre à la drogue n'arrive pas à faire la guerre au trafic, ça ne marche pas. Parce qu'on ne fait pas la guerre au trafic de drogue avec des stratégies court-termistes, et que la guerre à la drogue, de toute façon, en général, ne marche pas pour une simple raison. La drogue est un marché. Quand tu regardes, mais l'argent dépensé pour ça, en dépenses publiques, la répression contre le cannabis qui ravage notre société, hein, c'est 568 millions d'euros par an. 568 millions d'euros par an pour lutter contre le cannabis, mais vraiment quoi. Et vous savez combien de ce budget est consacré à la prévention ? 10%. Et la répression, c'est à peu près 80%. C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Sur la drogue, hein, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives dit que les policiers et les gendarmes consacrent 1 million d'heures de travail à la lutte contre les stupéfiants. 1 million d'heures de travail. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'aujourd'hui, selon l'OFDT, la France est le pays où la consommation de cannabis est la plus élevée chez les jeunes et les adultes en Europe. Donc on met 568 millions d'euros, 1 million d'heures de travail. Pourquoi ? Pour être le premier pays de consommateurs de cannabis. Mais excusez-moi, si vous allumez 2 secondes les 3 neurones que vous avez dans le cerveau, pas vous, hein, mais les types là de la vidéo, vous comprenez bien que le système répressif ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas tout simplement parce que la guerre à la drogue, ce n'est pas une lutte contre un problème moral individualisant. C'est un problème qui est un problème sociétal, un problème global, et on ne lutte pas contre la drogue, on lutte contre un marché économique qui est le marché de la drogue. Et ça change tout. On pourrait leur dire aux politiciens et tout, mais dites-moi, chers politiciens de droite, là, vous qui parlez tout le temps des services publics où ça se passe mal, est-ce que vous pouvez nous expliquer
Pourquoi en mettant 1 million d'heures de travail à la lutte contre les stupéfiants pour les policiers et les gendarmes, en mettant 568 millions d'euros par an dans la répression contre le cannabis, dont seuls 10% sont consacrés à la prévention? Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on est le pays où la consommation de cannabis est la plus élevée chez les jeunes et les adultes en Europe? Là, j'aimerais vraiment avoir la réponse. J'aimerais vraiment voir, vous savez, tous les droitards avec leurs petits costumes de droitards comme ça et tout, leurs petits mocassins à glands, là, d'un coup, comme ça, leurs glands, ils feraient comme ça, broup, broup, et ils seraient comme ça, je sais pas. J'ai l'image du mocassin à glands qui fait broup. Les jeunes d'ici, qui se font contrôler tous les 4 matins alors que c'est pas tous des dealers, eh ben eux aussi, ils virent les toxicos, eux aussi. C'est marrant, il y a 2 secondes, il parlait des violences policières, mais ça n'existait pas, et puis les flics faisaient de leur mieux et tout. Puis d'un coup, il parle des jeunes d'ici qui se font contrôler tous les 4 matins alors qu'ils ont rien fait, naninana. C'est dommage qu'il ait pas creusé sur ça. Ce qui est rigolo, c'est que d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des oppressions systémiques là où il vit. Hein. Il tombe dessus, il est là en mode je me rends compte que les jeunes du quartier, ils se font un peu plus contrôler que la moyenne et qu'il n'y a pas de raison qu'ils se fassent contrôler et tout. Mais il est pas capable de pousser ce raisonnement plus loin et de se dire, mais peut-être que ce harcèlement policier envers les jeunes qui n'ont rien fait, c'est exactement le même harcèlement policier qui est celui qu'on fait contre les personnes qui sont usagères de drogue et qui ne fonctionne pas. C'est exactement cette fameuse guerre à la drogue qui ne marche pas. On le disait tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement, mais en fait, à un moment donné, la lutte contre la drogue, ça sert principalement à dissimuler des politiques qui sont des politiques racistes. Hein. Quels sont les espaces de la drogue qu'on contrôle? On parlait tout à l'heure en plaisantant de Frédéric Beigbeder, etc. C'est évidemment pas les quartiers de riches. Donc là, en gros, il y a une vraie focalisation de la lutte contre la drogue, contre les populations racisées, les espaces où vivent les populations racisées. Et d'ailleurs, on se focalise sur les drogues qui sont les drogues de pauvres, les drogues de la précarité, qui ont une mauvaise image. C'est l'exemple crack-cocaïne, quoi. C'est-à-dire que les riches prennent de la coke, on s'en fout, les pauvres prennent du crack, là, on les harcèle. Mais dans l'espace public, il y a des espaces publics où les riches prennent de la coke. C'est Beigbeder sur son capot de voiture. Et il y a des espaces publics où les pauvres prennent du crack, qui c'est les gens dans la rue dont parle cette vidéo, mais il y en a un qui est sous harcèlement policier, l'autre qui n'y est pas. Et dans les 2 cas, de toute façon, c'est totalement inefficace. Et j'ai trouvé un truc hyper intéressant, ça va sûrement vous plaire, mais c'est un collectif qui s'appelle Police contre la prohibition des drogues. C'est un groupe de policiers qui en ont marre, en fait, de mener justement ces politiques du chiffre dont je parlais tout à l'heure et cette guerre à la drogue qui ne sert à rien, et qui notent, en fait, dans une de leurs déclarations que l'application de l'article 342-1 du Code de la santé publique, donc c'est la répression contre la drogue, en gros, est le prétexte, c'est les mots de policiers, hein, et le prétexte d'une pratique policière de ciblage et de multiplication des contrôles d'identité. Et donc, typiquement, ce que le gars là est en train de dénoncer sans s'en rendre compte, c'est qu'en fait, le harcèlement des jeunes racisés dans les quartiers pauvres par des policiers qui leur font des contrôles qui servent à rien, et ben c'est basé justement sur la prohibition de la drogue et la guerre à la drogue dans ces mêmes quartiers. C'est quand même hyper intéressant. Ils permettent à ce que les habitants ici soient en sécurité. Donc il ne faut pas toujours mettre tout sur les jeunes qui sont posés. Merci, il ne faut pas toujours mettre tout sur les jeunes à chaque fois. Tous les contrôles qu'on fait sur les jeunes, sans cesse, moi quand j'étais petit aussi, j'en ai subi plein. Alors je ne suis pas un dealer, jamais touché à ça. Ça fait chier, vous voyez, ça fait chier. Donc lui, moi je sais très bien, il deal pas, il fait rien du tout, tu t'es déjà fait contrôler? Oui, plusieurs fois. C'est chiant ou pas? Ouais, c'est chiant. 1 fois, ok, 2 fois, 3 fois, après c'est chiant. Ça devient chiant, d'accord. Après, je pense qu'ils font leur travail aussi parce que voilà, ils doivent faire leur travail, mais je trouve que c'est pas la bonne manière non plus de toujours taper sur les mêmes. Sachez qu'ils sont... Là, vous voyez, on est dans le grand écart, on est vraiment dans la dissonance cognitive du mec qui a un discours de droitard et qui en même temps a une expérience sociale de personnes racisées d'un quartier populaire et qui d'un coup vit le harcèlement policier. D'un côté, il est pour la répression, il se rend pas compte que la politique répressive, c'est la même qui fait qu'il est harcelé que celle qui empêche qu'on s'occupe réellement du problème de l'addiction et qu'on aide vraiment les personnes addictes au lieu de les criminaliser. Et du coup, il est là même, il arrive même pas à dire clairement ouais, les contrôles c'est abusé, quoi. Il est là, il l'a subi, il dit que c'est trop, mais il est là, oui, bon, vous faites votre travail, etc. Mais c'est quelle partie de leur travail qui consiste à contrôler hasardeusement que des personnes racisées? Pardon, c'est écrit où dans la loi qu'il faut faire ça? Et on voit vraiment le grand écart cognitif, et c'est trop drôle parce que vous voyez le Brice Postal à côté qui dit rien. Et j'aimerais bien l'entendre parler des contrôles abusifs, mais je pense pas qu'il va partir sur cet angle-là. Donc le visage des gens qui prennent soin des autres,
n'est pas toujours celui que l'on croit, ouais. Voilà. Mais le racisme de cette phrase, le mec il est en train de dire que dans sa tête, le visage des gens qui prennent soin des autres est blanc. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre manière de traduire la phrase. Il peut pas le dire autrement, c'est fou, j'en peux plus, c'est incroyable. Il faut qu'il arrête sa tirade, hein. Oh là 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 là. Et je te félicite pour ça. Putain, ah c'est horrible, il le félicite. Putain, je te félicite, ah bah oui, tu es une bonne personne racisée, bravo, je te donne ma médaille, tiens, voilà ma médaille. Ah putain, oh là là là. Bon, ça commence là, hein. Walking Dead, c'est ici. Excuse-moi. Donc ils arrivent dans une zone, donc depuis tout à l'heure ils parlent du crack, hein. Donc le but de leur vidéo depuis tout à l'heure c'est d'aller dans cette zone et de traverser, donc ils sont 3. En mode agressif, ils arrivent dans la zone, le mec il dit ouais, The Walking Dead ça commence ici, hein. Il parle des gens donc ici comme des zombies, on sait comment ils se comportent par rapport à ces gens-là, hein. Donc déjà on est sur la première base de la self-défense dont ils parlent, l'évitement on n'y est pas. Ils vont dans une zone où il y a des problèmes et ils vont dans une zone où ils savent qu'il y a des soucis, à une heure où ils savent qu'il y a des soucis, pour chercher la merde, et ils y vont volontairement pour chercher la merde. Et en parlant mal des gens, et ils arrivent en plus avec un caméraman et une caméra, hein. En fait, les images que vous voyez quand ils cherchent par terre, ils cherchent des boulettes, ils cherchent des cailloux de crack en fait. Par terre. Ouais, voilà. En fait, par terre. Voilà. Tu fais quoi là? Est-ce qu'on est en train de vous filmer là? Est-ce qu'on vous filme? Oui, vous les filmez, bien sûr que vous les filmez. Est-ce qu'ils sont en train de les filmer? 1, 2, tout le groupe là, parce que là ils sont floutés, mais ils étaient pas floutés tout à l'heure. Pour eux, ils voient juste la caméra sur eux, hein. Par terre, ils cherchent des boulettes, ils cherchent des cailloux de crack en fait. Donc là, les mecs ils viennent au zoo, hein. Ils sont au zoo là, ils viennent filmer les consommateurs de drogue et les personnes addictes, hein. Ils viennent juste comme ça pour les montrer. Par terre. Hop. Voilà. Et il s'étonne. Franchement, le gars il s'étonne, mais évidemment. Et donc il arrive avec est-ce qu'on vous a filmé? Donc l'évitement, évidemment, on n'y est pas, hein, rien à foutre de l'évitement, hein, rien à foutre de l'évitement. C'est direct, ils viennent dans l'endroit où c'est la merde, et quand la personne elle lui balance une bouteille d'eau, hein, c'est pas un couteau, un parpaing ou quoi que ce soit, en mode c'est casse-toi quoi, tu vois. C'est pas du tout non, on va éviter le problème et tout. Hop, c'est la confrontation, l'agressivité, je me mets en mode cow-boy. Ouais, est-ce qu'on t'a filmé machin et tout. Vous allez voir, tout est dans l'attitude, hein. En fait, par terre. Voilà. Tu fais quoi là? Est-ce qu'on est en train de vous filmer là? Est-ce qu'on vous filme? Est-ce qu'on est en train de vous filmer là? Oui. Donc la réponse est oui, donc les gens ont tout à fait raison d'être énervés, hein. Vous filmez? Tu fais quoi là? Caméra non. Tu fais quoi là? Non caméra. Reste là, bouge pas. Tu fais quoi là? Donc là, vous voyez, ils ont agressé une personne, hein. Donc il y a une personne qui arrive, qui est là. La situation commence à se tendre. Ils commencent à crier sur les gens. Ah, ils sont allés là où il y a des embrouilles. Ils sont venus chercher la merde. Ça monte en tension au lieu de se barrer, de se dire ouais, on a déconné. Ils font escalader la situation. Ça se passe qu'il y a une personne qui essaye de repousser le caméraman. Il lui tombe dessus, ils le mettent au sol, etc. Qui sont les agresseurs dans cette scène? Je suis désolé, c'est eux, mais c'est complètement ça. On est dans une situation en fait où en plus c'est des gens qui sont confrontés à une image hyper stigmatisante, à une honte sociale, qui ont peur, je pense aussi, de voir leur image dans un moment où ils sont dans leur addiction montrée en ligne. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent. On a des gens qui viennent prendre leur image, qui viennent les filmer, ils savent pas qui c'est, ils ont aucune raison de leur faire confiance, ils ne les connaissent pas, qu'ils les menacent, et qui là maintenant on en est à les agresser physiquement, hein. Mais vous voyez qu'en plus tout le monde leur saute pas dessus, tout le monde vient pas leur tomber dessus, et tout le monde vient pas avec des couteaux les égorger, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? On te vu ici, hein. Et bah lève-toi alors.
J'aime bien comment ils mettent tous les mots, genre tuez-le, comme s'ils étaient en train de vivre un truc archi violent et tout. Mais je suis désolé, mais les deux, ils arrivent avec leur gros blouson, leur attitude de cow-boy, etc. C'est deux spécialistes des arts martiaux nationaux, hein, qui sont là à se mettre en scène et tout, machin. Enfin, je veux dire, oui, moi aussi, je peux maîtriser un mec complètement défoncé, t'inquiète pas, ça fait pas de moi un surhomme. Je reste convaincu que c'est organisé. Oh, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que, bien sûr, si tu vas à cet endroit-là avec une caméra et que tu traînes en disant, ça y est, on est à Walking Dead, il y a les zombies partout, que tu passes à côté des types en les regardant et en agissant d'une certaine manière, bien sûr que ça va monter. J'en connais 25 des endroits où ça peut partir en couille, et pas que lié à la drogue, hein. Tu peux faire la même chose dans une rue un peu bondée, une rue de la soif, là, comme on aime bien dire, une rue de la soif de n'importe quelle grande ville. Tu vas à partir d'une heure, quand tout le monde est un peu défoncé dans la rue, hein. C'est la même chose, hein. C'est des gens défoncés, intoxiqués, qui sont dans un espace public, hein. C'est les fameuses rues de la soif, hein. Et tu vas et tu cherches un groupe comme ça, et tu commences à les filmer. Tu vas avec deux copains à toi, tu les regardes, tu les filmes et tu les regardes. Et t'attends, mais tu l'auras ta bagarre, t'auras la même. Est-ce que t'auras démontré quelque chose? Je sais pas, non, je crois pas, hein. C'est quoi le modèle de soin sur la toxicomanie qu'on peut mettre en place? C'est certainement pas une stigmatisation comme ce qu'on est en train de regarder. C'est complètement contre-productif parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, la drogue, c'est une expérience totale. C'est quelque chose qui envahit le quotidien, qui réduit totalement la sociabilité des usagers autour du besoin lié au produit, autour du fait d'être en interrelation permanente avec des gens qui prennent le produit, etc., etc. Ce qui t'enferme en fait dans un truc, c'est très très dur d'en sortir. Et plus tu stigmatises comme ils sont en train de faire, plus tu réduis en fait les ressources des usagers puisque tu les isoles dans leur cercle de consommateurs. Plus tu montes ces gens du doigt, plus tu les humilies, machin et tout, plus tu empêches en fait qu'ils sortent du cercle des personnes qui prennent du crack, et en plus tu n'agis pas sur les facteurs environnementaux. J'en ai parlé tout à l'heure, mais en gros, quand tu es une personne extrêmement précaire, pauvre, isolée dans un pays que tu connais pas, tu es bien plus dans une situation où il y a une possibilité de développer des addictions que quand t'es dans ta petite vie bourgeoise et ta vie de tous les jours et compagnie. Ça n'a rien à voir. Et oui, donc du coup, pardon, je reviens sur la question du modèle de soins. Mais en gros, ce modèle de soins où en gros on est en permanence en train de fliquer les gens, de les menacer, etc. Il est éclaté. Il est éclaté. Et en France, on est doucement en train de passer dans une politique de réduction des risques, mais qui dépénalise pas pour autant. On est toujours dans une forme de prohibition, hein. On est dans une vision qui fait de l'addict un criminel potentiel qu'on peut mettre en prison pour son addiction, quoi. Et mais on est un peu sorti de la vision que eux ils ont là, les deux, qui est que les addicts sont des gens moralement faibles, et on se dit ah oui non mais en fait il y a un circuit cérébral de récompense mis en place par l'addiction qui, une fois qu'il est déréglé, enlève la question du choix, quoi. Et donc à ce moment-là il faut fonctionner d'une autre manière. Donc on a commencé à travailler sur le soutien psychosocial pour aider les personnes addictes ne serait-ce que dans leur démarche, et essayer de créer des cercles un peu plus vertueux que juste le sevrage. On va les enfermer dans un coin, ils prendront plus leur drogue et ça va se régler, parce que ça marche pas. Si tu fais du sevrage, ce qui a été longtemps la pratique en France, en gros t'enfermes un mec, tu le coupes de son crack pendant quelques temps, oui super, fabuleux, et il ressort, il est toujours dans le même cercle social. On n'est pas capable de l'aider à ce qu'il retrouve un travail, ce qu'il retrouve un environnement social où il est coupé, comme je racontais pour moi-même, hein, où quand tu te coupes du milieu de la drogue, c'est là où t'as le plus de chances de finalement arrêter d'en prendre, hein. Et j'ai plein de gens, quand je parlais des arts martiaux, qui sont dans le monde des arts martiaux, qui m'ont passé cette vidéo et qui m'ont dit putain regarde là ça part en couille, karaté bushido et tout. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ah ouais, parce que là ça crée une représentation dans la tête de beaucoup de monde, à la fois comme ils disent Walking Dead, de rue qui serait abandonné à des drogués ultra dangereux qui voudraient s'en prendre à tout le monde, qui vont agresser les gens et tout. Et en plus il y a ce côté ouais, avec ces gens-là il y a que la violence qui marche, sinon on peut pas les gérer, personne s'en occupe. Donc je pense qu'il faut le voir pour comprendre en fait que ça aujourd'hui c'est du contenu YouTube ordinaire, qui est pas du contenu d'extrême droite, hein. C'est d'extrême droite dans le fond, mais c'est pas techniquement d'extrême droite, hein. C'est du karaté bushido et tout. Et je pense que c'est important en fait de le regarder pour se dire ok, là en fait la société dans laquelle on est, elle est en train de se polariser à fond, et d'un côté on va avoir des discours publics comme on a vu après l'enfer Andy Karbrat où on a la gauche, LFI et tout, qui vont avoir une position ordinaire de la gauche qui va être de dire oui bon sur la drogue on n'est pas pour stigmatiser les gens et les jeter sous le bus et tout, et de l'autre en fait vous avez des gens qui sont là-dedans et qui sont en mode ouais regardez ce que la gauche veut, c'est laisser les dealers dans la rue et tout. Et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'avoir
un discours plus clair sur la drogue. Il faut qu'on soit capable d'argumenter, qu'on soit capable de dire c'est une politique du chiffre qui ne marche pas. 1 million d'heures de travail pour la police et la gendarmerie à la lutte contre les stupéfiants, une dépense publique pour la répression contre le cannabis de 568 millions d'euros, dont seuls 10% sont consacrés à la prévention, pour un résultat totalement misérable, où la France est aujourd'hui le pays où la consommation de cannabis, par exemple, est la plus élevée chez les jeunes adultes en Europe. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui est sorti en 2022 sur ça, qui est hyper intéressant et qui montre qu'en 2014, la consommation de drogue en France représente un marché de 3,1 milliards d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3,1 milliards d'euros, c'est quand même pas rien, quoi. Ça représente en fait un champ d'employabilité gigantesque. Je parle d'employabilité vraiment volontairement, c'est que les gens vivent de ça. Cet argent-là, il va pas que dans la poche des grands dealers, il n'y a pas que les Al Capone, il y a tout un monde, en fait, dans le trafic de drogue qui vit de cet argent. Il y a l'INSEE qui a fait une étude qui est hyper intéressante sur la question du marché de la drogue d'un point de vue purement économique. Ils ont fait des statistiques et ils se rendent compte qu'il y a, selon eux, 21 000 personnes qui sont des équivalents temps plein du marché de la drogue. Donc c'est des gens qui sont des employés du trafic de drogue. Ça représente 21 000 personnes donc qui ont à peu près un temps plein grâce à ça, et que si on regarde la totalité du trafic de stupéfiants en France, ça ferait vivre 240 000 personnes. Vous vous rendez compte? Donc quand vous parlez de faire la guerre à la drogue, etc., la première question qu'il faut se poser, c'est mais les politiques répressives, quelles qu'elles soient, si à un moment donné, elles sont pas en capacité de substituer le revenu de ces 240 000 personnes, de toute façon, ces gens-là vont repartir dans une activité délinquante. Parce que ces gens ne choisissent pas de vendre de la drogue parce que c'est facile. Ça, c'est dans la tête des gens de droite. Ça, c'est dans la tête des gens de droite. Mais nous, à gauche, on peut plus dire un truc pareil. Vendre de la drogue, c'est pas facile. Pour avoir connu énormément de dealers et des gens qui étaient là-dedans, etc. et tout, c'est extrêmement dur. T'es dans un cycle d'endettement. Le mec qui se fait de l'argent facile, c'est un film. La plupart des gens qui vendent et qui achètent sont des gens qui sont endettés. Ils achètent à des trafiquants plus gros, qui sont eux-mêmes endettés à des mecs plus gros, qui sont eux-mêmes endettés à des mecs plus gros. Tout au bout de la file, oui, il y a des trafiquants internationaux qui se font plein d'argent. Mais entre le mec dans sa petite ville et Pablo Escobar, en fait, il y a toute une chaîne de gens qui sont des gens extrêmement précaires, extrêmement endettés et qui sont dans la drogue tout simplement parce qu'ils sont hors du marché de l'emploi, parce que c'est extrêmement difficile pour eux de pouvoir maintenir un travail, de pouvoir vivre avec l'argent qu'ils gagnent et tout. Moi, par exemple, je prends mon cas et les gens que je connaissais, c'était beaucoup de mineurs qui gagnaient très peu, qui étaient à qui on proposait rien, qui n'avaient pas de famille pour se substituer à leurs besoins, qui étaient dans la rue ou pas très loin de la rue et pour qui le trafic c'était un moyen de gagner au jour le jour de quoi manger. Parce que ton salaire, etc. et tout, vous êtes gentil, mais pour ça, il faut un compte en banque, il faut une adresse, il faut énormément de choses que t'as pas, il faut pouvoir faire des démarches administratives, il faut pouvoir aussi attendre la fin du mois, c'est pas toujours le cas. Et donc les gens s'en rendent pas compte, quoi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre à la drogue, à chaque fois qu'on a des opérations, c'est des opérations médiatiques, qui sont des opérations publiques faites par des politiciens qui cherchent avant tout une image court-termiste. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la représentation médiatique, c'est dire oui, regardez, on a arrêté tant de personnes, on s'en est pris à tant de personnes. Donc ça demande un travail de police extrêmement simple parce qu'ils veulent des gros chiffres. Donc comment est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent au bas de la pyramide. En fait, ils s'en prennent aux petits guetteurs, aux petits charbonneurs, aux gamins en fait qui font pas grand-chose. Et comme je le disais tout à l'heure, ils s'en prennent énormément aux consommateurs. Je redis mon chiffre, mais par exemple, sur les 208 000 personnes qui sont mises en cause chaque année pour des affaires de stupes, 179 000 sont des consommateurs. Donc en fait, toute cette guerre à la drogue, elle va viser des consommateurs qu'on arrête en sachant pertinemment qu'on va les relâcher pour faire du chiffre, pour faire de la masse, pour dire « Ah mais regardez, on en a arrêté plein, hein !» Toutes les opérations de guerre à la drogue ont le même effet. Réinstallation des trafics après les opérations, les points de deal sont déplacés, les dealers sont remplacés, le trafic est à peine gêné pendant quelques jours au mieux, et puis après on revient à la normale. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, la drogue, c'est une économie. Donc, en gros, ça fonctionne comme une économie de marché. Donc, si tu as 3,1 milliards d'euros d'argent qui sont produits par la drogue, à un moment donné, quand tu mets tout ton effort, non pas sur le blanchiment d'argent et sur la lutte du côté de l'autorité financière à l'échelle internationale, en fait, tu t'occupes juste du bas du marché. Tu es là et c'est en gros, tu prends Amazon, imaginez Amazon, une entreprise comme Amazon.
Et t'es là, tu veux lutter contre Amazon et tu dis, ah ouais, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va arrêter, 200 employés Amazon en France. Bah, t'arrêtes 200 employés Amazon, ils ferment 2 jours le temps d'employer 200 nouveaux mecs arrivent, et ça repart. Parce que t'attaques pas la tête du truc, quoi. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. La vraie lutte contre la drogue, c'est une lutte contre le blanchiment d'argent. Ça, le rapport de l'Assemblée nationale, ils en parlent. Ils disent que, justement, que vraiment toutes les guerres contre la drogue, elles sont focalisées sur le bas de l'échelle. Ils disent les moyens et l'énergie déployés par les pouvoirs publics s'inscrivent principalement dans une politique du chiffre menée à l'encontre des consommateurs et des petites mains du trafic et non à l'encontre des têtes des réseaux. Et ça, en fait, ça montre tout, quoi. Si tu veux vraiment lutter contre la drogue, en fait, c'est des politiques à long terme où tu essaies de t'attaquer, grosso modo, aux personnes qui s'enrichissent énormément avec ça. Et donc, c'est pas mettre des flics à la rue pour traquer des gamins de 15 ans, pour les envoyer, qui vont être envoyés en comparution immédiate, qui vont finir par prendre des peines de prison pour pas un rond, quoi. C'est lutter contre la grande délinquance économique et financière. Mais ça, ils veulent pas y foutre les pieds, hein. Donc en gros, très rarement, il y a des opérations d'envergure qui font tomber des patrons. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que sur ça aussi, on a un recul. C'est que même faire tomber les patrons de la drogue, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on revient à cette logique de marché. Tu fais tomber Jeff Bezos, il y a un concurrent qui va prendre sa place, en fait. En fait, la réalité, c'est que la partie du marché qui appartient à l'acteur éliminé, en fait, elle est accaparée immédiatement par ses concurrents. Ça, c'est un peu dur à comprendre, mais toute la lutte contre la drogue, elle se comprend, et l'inefficacité de la guerre à la drogue, elle se comprend comme ça. C'est que si j'envoie plein de flics à Marseille, qui arrivent à arrêter les petites mains du trafic sur une zone donnée, et qui font tomber toute la pyramide jusqu'au chef, et qu'on arrête le chef, ce qui n'arrive quasiment jamais, et en fait, comme c'est un marché concurrentiel où sur Marseille, on va dire qu'il y a 5 groupes différents qui se partagent le trafic, vous en enlevez un, il en reste 4. Et les 4, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'emparent du marché qui reste. Et donc, à un moment donné, les réseaux concurrents, ils vont voir leurs moyens augmenter drastiquement, ce qui va les rendre de plus en plus dangereux. Donc, ce qu'il faut éviter, surtout dans le trafic de drogue, c'est précisément la guerre à la drogue. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on supprime un acteur du marché, on rend un autre acteur plus puissant. En gros, si vous voulez, tout ce que prônent les mecs de droite, tout ce qui fait bander là, la droite et les mecs d'extrême droite et tout, en mode « Ouais, on va faire la guerre à la drogue, on va tomber sur les types, on va tous les arrêter, on va arrêter les barons, les patrons, les machins, etc. » En fait, tout ça, c'est de la merde. Parce que si jamais t'arrives à arrêter même le chef, en fait, ce que tu fais, c'est que tu renforces le marché pour d'autres acteurs. Et ces acteurs-là, en fait, tu les rapproches de la situation idéale pour eux, qui est la situation du monopole. C'est ce qui s'est passé avec les cartels, quoi. Hein. Je vous prends un exemple. En Seine-Saint-Denis, on sait que le marché de la drogue, ça représente 1 milliard d'euros par an. Imaginez si un seul acteur se retrouver en capacité de gérer toute la Seine-Saint-Denis et d'avoir ce milliard d'euros de revenus par an. Mais en fait, il aurait des moyens illimités pour s'armer, pour se dissimuler, pour corrompre des policiers, des représentants de la justice, pour agir hors de la loi. Ça deviendrait un État dans l'État. C'est exactement ce qui s'est passé avec les cartels mexicains. Ça, c'est un exemple qui est assez connu. En gros, ce qui se passe, c'est que ça commence en Colombie. Donc en Colombie, vous avez Pablo Escobar, qui est très grand trafiquant de cocaïne des années 80, et qui est dans une guerre contre l'État colombien, hein, et qui est quasiment dans une situation de monopole total. À un moment donné, en fait, Pablo Escobar, il va s'affaiblir. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand on regarde les comptes rendus de l'époque sur comment, en fait, Pablo Escobar a été affaibli, il a été affaibli par les cartels mexicains. Ce qu'ont fait les cartels mexicains, en fait, c'est que Pablo Escobar était obligé de passer par le Mexique pour atteindre les États-Unis. Et les cartels mexicains, en se développant, en fait, ils ont divisé le marché de la cocaïne et ils ont affaibli le monopole de Pablo Escobar. Donc, typiquement, ce qui a détruit l'indestructible Pablo Escobar, c'est l'arrivée d'une concurrence, la concurrence des cartels mexicains. Et pour ça, en fait, les cartels mexicains, ils ont utilisé une arme incroyable, ils ont utilisé la guerre à la drogue. Et ça, c'est hilarant, c'est qu'ils ont utilisé la politique de guerre à la drogue mexicaine pour s'en prendre à leurs concurrents colombiens, donc au cartel de Pablo Escobar, le cartel de Medellín. Et en gros, ils ont incité la DEA, donc les Américains et les unités de lutte anti-drogue mexicaines, à s'en prendre exclusivement aux Colombiens, ce qui leur a permis de s'accaparer systématiquement le marché colombien. Et moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire que historiquement, on a un exemple où on voit que non seulement la guerre à la drogue ne fonctionne pas, mais qu'en plus, elle a installé dans un pays les cartels mexicains qui sont aujourd'hui l'équivalent d'un État, l'équivalent à eux seuls d'un État.
Dans tous les cas, on supprime l'offre, mais pas la demande, donc l'offre revient exactement. Et même quand on supprime une drogue, et ça s'est fait aux États-Unis, en Australie, pardon, même quand on supprime une drogue en entier, c'est ce qui s'est passé en Australie en 2001, et ben ça ne marche pas. Il y a un effet qui est appelé l'effet ballon. En gros, en 2001 en Australie, il y a une sécheresse de l'héroïne. En gros, grâce à des politiques de répression, ils arrivent à faire qu'il n'y ait plus d'héroïne dans le pays, ou quasiment plus. Et en fait, ça a engendré une augmentation phénoménale de la consommation de meth. Parce qu'on ne s'est pas occupé des personnes addictes, qui ont juste remplacé leur addiction par une autre. C'est ça l'effet ballon, c'est l'idée, vous savez, vous avez un ballon qui est gros d'un côté, vous appuyez, ça grossit d'un autre. Et ben en gros, si on exerce une pression à un point, ça fait juste monter un autre. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et, en fait, on sait maintenant que la réduction de l'offre est moins efficace que la réduction de la consommation. Donc, à partir du moment où on commence à mettre en place au moins une prise en charge médico-sociale des consommateurs de drogue, en fait, c'est beaucoup plus efficace qu'une répression. Parce que la répression, ça va tout le temps amener le système là où il est actuellement, c'est-à-dire à un moment où on est incapable d'endiguer le marché. On est sur une criminalisation en permanente des personnes. Donc la dépénalisation, c'est ça, hein, c'est sortir de la criminalisation des usagers. Et c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut accompagner les usagers. C'est ce qu'a fait le Portugal notamment, qui s'est dit, en dépénalisant, en fait, on arrête de criminaliser les usagers. On considère que c'est des personnes qui n'ont pas à être punies pour leur consommation, et on va voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir en fait les accompagner et accompagner leur consommation, considérer que la drogue sera là et que ça va pas disparaître, et ce faisant, ça a des effets assez positifs, puisque ça finit par amener finalement une baisse de la consommation. D'ailleurs, faut noter sur le Portugal que c'est les seuls à parler d'une catégorie très intéressante et très importante du marché de la drogue, c'est le trafiquant consommateur. Le Portugal parle du trafiquant consommateur depuis 1983. Personnellement, je n'ai trouvé aucune trace du terme dans les politiques publiques françaises depuis toujours. Et c'est hyper important parce que le trafiquant consommateur, en fait, c'est ce qu'ils se sont rendus compte dans leur politique, c'est qu'en gros, on peut pas toujours tracer une frontière extrêmement nette entre d'un côté l'usager et de l'autre le dealer, quoi. À un moment donné, il n'y a pas d'un côté le gentil usager victime innocente et de l'autre le trafiquant machiavélique qui est là pour lui vendre de la drogue. En fait, ils se sont rendus compte que la plupart en fait des dealers sont des consommateurs qui sont obligés de trafiquer pour avoir la quantité de substances nécessaires à leur consommation. Donc, pour pouvoir gérer la question efficacement du marché de la drogue, il y a une stratégie qui est extraordinairement efficace, qui est vraiment celle qui marche le mieux, qui est celle qui est le plus reconnue du point de vue de la criminologie. C'est tout simplement, en fait, de réinsérer et de gérer l'addiction des usagers consommateurs. Pourquoi ? Parce que le trafiquant consommateur, en fait, représente d'une certaine manière le prolétariat du trafic de drogue. C'est des gens qui sont précaires, c'est des gens qui ont très peu de moyens, c'est pour ça qu'ils sont obligés de vendre pour pouvoir se droguer, donc ils sont peu exigeants, et ils ont besoin de se droguer, et ils représentent finalement une grande partie des consommateurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément le plus grand nombre de consommateurs, mais une grande partie de la consommation. Ils représentent pas énormément des consommateurs, mais une grosse partie de la consommation. Et du coup, en fait, une fois qu'on a posé ça, en fait, on se rend compte que le trafiquant consommateur, si on arrive à les réinsérer, à les aider, à les accompagner, et bien en fait, on coupe deux choses. On enlève leur nécessité à vendre, donc on impute une partie de la cheville ouvrière du marché de la drogue, mais on enlève aussi leur nécessité à consommer. Donc on enlève à la fois un morceau du marché. Donc on retire en fait une énorme partie du marché de la drogue et on enlève une partie de sa cheville ouvrière. Mais sur la question de la guerre à la drogue, en fait, il y a une question qui se pose par rapport au Mexique qui est hyper intéressant, qui pose la question de comment la gauche doit se positionner par rapport à la lutte contre la drogue. Eh bien, il faut se dire que la lutte contre la drogue est aussi un outil du capitalisme pour mettre en place une domination antidémocratique. Et ça s'observe assez bien. On va faire plusieurs cas. On va commencer par les pires cas, puis on finira sur le Mexique, parce que le cas mexicain est hyper intéressant. Première chose, c'est ce qu'on va appeler la guerre définitive. Ça, c'est ce qui est souhaité par l'extrême droite. C'est les exemples des Philippines et du Salvador. Donc, aux Philippines et au Salvador, donc la guerre totale à la drogue, c'est ce que défend, par exemple, là, je regardais en préparant ce live des vidéos d'extrême droite, par exemple, de Georges Jordi, qui est, vous savez, ce petit bourgeois d'extrême droite, là, qui a
une chaîne YouTube où il tient des takes hyper radicales, mais qui sont aussi représentatifs de ce que défendent beaucoup de gens à l'extrême droite, à savoir, ouais, si on faisait comme au Salvador, ça serait réglé en 2 minutes, quoi, hein, avec cette idée si on tue tous les dealers et toutes les personnes addictes, alors là, ça va tout résoudre. C'est à la fois un fantasme moralisateur de on va détruire toutes les personnes qui prennent de la drogue et notre société sera moralement lavée, donc c'est la guerre contre l'ennemi intérieur qui anime toujours le fond des politiques d'extrême droite. C'est on va s'en prendre en fait à un ennemi intérieur et toute notre politique se justifie dans la guerre contre cet ennemi. Et en même temps, c'est un système politique qui permet, dans cette guerre contre l'ennemi intérieur, d'imposer des mesures extra-légales qui font sortir le pays de la démocratie. Et ça, dans les 2 cas, celui du Salvador en 2022 et celui des Philippines depuis 2016, on a vu exactement se mettre en place le même process. C'est un process qui fonctionne en gros très simplement, où on va avoir une guerre à la drogue extrêmement radicale qui va se mettre en place, qui va légitimer un état d'exception, donc une sortie de l'état de droit, en mettant en place toute une politique d'état d'urgence. C'est un peu connu pour nous toutes et tous, hein, la sortie de l'état d'urgence au principe de la sécurité. On se retrouve en fait avec un usage de la guerre à la drogue pour être en fait une guerre qui devient en fait une guerre à la démocratie. Et donc l'exemple du Salvador, il est assez fascinant, parce que là moi c'était ce que j'étais en train de dire au moment où vous êtes arrivé. J'ai regardé des vidéos d'extrême droite avec des gens d'extrême droite qui disent clairement qu'ils souhaitent qu'on fasse ce qui se fait au Salvador. Ils le disent comme ça. Et donc du coup, si vous voulez, au Salvador, il y a un truc qui s'est passé. Donc ils ont décrété une politique de guerre à la drogue et qui a en fait mis en place une espèce de système extra-légal mais totalement délirant, qui a conduit à 75 000 incarcérations en 2 ans. En fait, la police a tout simplement des quotas à faire. Ils arrêtent tout le monde, sans aucune enquête, et sur la base de n'importe quoi, hein, une personne qui a un tatouage, ou une personne qui vit près d'un point de deal, et en fait on arrête surtout des gens très pauvres dans des quartiers très pauvres, hein, vous imaginez bien qu'on va pas arrêter les bourgeois, mais cette politique répressive, dites-vous bien qu'elle a été citée en exemple jusqu'en France. Là j'ai trouvé des interviews de gens de droite. Attention, pas d'extrême droite, je sais que la nuance devient difficile à faire, hein. Mais voilà, donc quand on voit notre ministre de l'Intérieur, on sait bien que la droite actuelle, c'est une extrême droite, c'est Scooby-Doo, vous savez, c'est l'extrême droite avec un masque de fantôme, et là tu enlèves le masque de Retailleau, tu vois, mais qui est sous le masque, tu l'enlèves, mais mon Dieu, mais c'est Jean-Marie Le Pen, depuis le début. Oui, exactement, Retailleau, il en crève d'envie de faire ça. C'est une politique qui est citée en exemple, donc qui a conduit à arrêter arbitrairement 75 000 personnes, sans vrai procès, sans rien, sur des prétextes totalement fallacieux. Évidemment, dans cette situation d'état d'urgence, plus personne ne se préoccupe des droits humains, donc on se retrouve avec des gens qui sont envoyés en prison. Amnesty International, dans ce qui se passait dans les prisons, a observé des actes de torture, de la restriction de la nourriture, d'accès à l'eau, d'accès aux installations sanitaires. Donc on est dans un truc ultra badant, quoi. Je veux dire, non seulement les gens sont arrêtés, mais en plus ils sont arrêtés dans un truc, c'est le bagne, hein, voilà, avec des cas, là, moi je lisais des témoignages de gens qui sont morts, hein, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux soins et tout, voilà, comme quelqu'un dit, qui aurait pu prédire exactement, c'est ça que, quelle surprise, hein, on se demande comment faire des politiques extra-légales et dictatoriales, ça pose problème, hein. Donc depuis 2022, 190 décès dans ces prisons, dus à des actes de torture, au manque de soins médicaux, sont survenus en détention, donc c'est énorme. Et ce qui est d'autant plus grave, et c'était surtout sur ça que je voulais aller, c'est que la question de la lutte contre la drogue est en fait instrumentalisée par le pouvoir pour lutter contre qui ? Les syndicats, les journalistes et les défenseurs du droit. Parce que parmi les personnes arrêtées, les représentants des droits de l'homme se sont rendus compte qu'il y avait énormément de syndicalistes qui étaient arrêtés arbitrairement, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme qui étaient en fait poursuivis pour la guerre contre la drogue et qui était envoyé en tôle. Et du coup, un autre cadre qui illustre ça à la perfection, évidemment, c'est les Philippines. Donc aux Philippines, en fait, depuis 2016, il y a une guerre à la drogue qui est menée par le président, qui a fait plus de 6000 morts selon la police des Philippines. Donc la police, c'est pas des chiffres des droits de l'homme, etc. La police des Philippines, au service du gars, a dit ouais, on a tué 6000 personnes. Et dans le communiqué, j'ai trouvé le communiqué en préparant le live, mais j'étais sur le cul. Ils disent il y a eu 6000 morts, 2000 sont le fait de la police
et 4000 ont été faites par les forces de l'ombre. Le mot force de l'ombre est écrit. Sous-entendu, toutes sortes de milices, de gens qui d'eux-mêmes sont allés buter des gens en disant c'était un dealer, etc. et tout. Ils ont tué n'importe qui, n'importe où, au pif, comme ils voulaient. Hein. Et du coup, ce qui est d'autant plus choquant, c'est quand tu regardes les chiffres, donc ça c'était les chiffres officiels, mais les chiffres de Human Rights Watch, donc qui est une ONG de lutte pour les droits de l'homme, ils disent qu'ils pensent qu'il y a eu 16 000 personnes qui sont mortes. 16 000 personnes, c'est un délire, quoi. C'est vraiment un délire. Et la majorité de ces personnes ont été tuées de manière extrajudiciaire. Ça veut dire qu'il n'y a eu pas de procès, il n'y a eu aucune procédure mise en place. C'était dans la rue, boum boum, une balle dans la tête, quoi. Et les auteurs, quand ils étaient arrêtés, policiers ou pas, n'étaient systématiquement pas poursuivis. Même dans des cas d'exécution filmée. Il y a des exécutions qui ont été filmées, surtout n'allez pas voir, c'est un enfer. C'est des exécutions sommaires, sans légitime défense, c'est du meurtre arbitraire, c'est des gens qui sont attrapés dans la rue, traînés par terre, on leur met une balle dans la tête, et puis on dit ah non mais c'était un dealer ou c'était un drogué. Et c'est un permis de tuer, ils ont installé un permis de tuer dans le pays pour lutter contre les ravages de la drogue. Et évidemment, permis de tuer qui ? Les pauvres. Parce que vous vous doutez bien qu'on pouvait pas aller dans un quartier riche, attraper un bourgeois, le traîner, lui mettre une balle dans la tête. Hein. C'est pas les patrons qui se sont fait buter. C'est toujours dans les quartiers pauvres, c'est toujours dans les bidonvilles. C'est un enfer. C'est un enfer. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à la fin, aux Philippines, la lutte contre la drogue, la lutte contre le trafic, en fait, il a évidemment pas visé les gros trafiquants, mais il a surtout permis l'arrestation d'opposants politiques, l'arrestation d'avocats, et du coup, la Cour pénale internationale considère que ce qui s'est passé, en fait, relève déjà en question à cause des meurtres extrajudiciaires, mais relève en plus de crimes contre l'humanité. Et en fait, la guerre à la drogue a systématiquement été utilisée aux Philippines comme une excuse pour basculer dans un autoritarisme, et on a utilisé le droit d'exception pour cibler les oppositions et se débarrasser de la démocratie. Comprenez bien que la guerre à la drogue est un outil du néolibéralisme. C'est un outil du néolibéralisme pour mettre en place, si vous voulez, un contrôle antidémocratique du territoire. L'exemple mexicain, il est spectaculaire. Sur ça, je vais citer beaucoup de sources, mais je préfère, parce que j'ai pas envie qu'on tombe dans un pseudo-complotisme ou quoi que ce soit, je veux que vous ayez vraiment des sources et que vous puissiez les vérifier. Donc, le Mexique est en guerre contre la drogue depuis des décennies, et c'est un carnage. 250 000 morts, 90 000 disparus, et évidemment, ça ne fonctionne pas, et ça a plongé le pays dans un état de violence quasi permanent. Je rappelle que cette guerre à la drogue a permis l'établissement des cartels. La question, en gros, de la drogue, elle est toujours vue, en France, ou en tout cas énormément, sous un prisme répressif, sous une vision prohibitionniste. On interdit tout, on les arrête, on les fout tous en prison, et ça va se résoudre. Mais en fait, si tu soignes pas une personne de son addiction, elle va aller en prison, elle va sortir, et puis rien ne va changer. Par contre, les rares personnes que je connais qui sont sorties de ça, dont je fais partie, hein, moi je prends aucune drogue et tout, maintenant je suis complètement sorti de ça, c'est des gens qui ont été à la fois coupés de ces milieux socio-toxiques parce qu'ils ont eu l'opportunité de faire autre chose et de s'en sortir ailleurs, des gens qui ont eu la possibilité d'être accompagnés par des gens qui les aimaient, qui étaient là, et d'avoir aussi des suivis médicaux corrects. Moi, on m'aurait juste fliqué, mis en prison et tout, enfin, ce que j'ai vécu à cette époque-là, ça m'a jamais sorti de rien, hein. C'est chaud au fur et à mesure que tu nous partages ton vécu, c'est fou la vie que tu as eue et ce que tu sembles avoir traversé, merci de montrer qu'on peut s'en sortir. Bah écoutez, avec plaisir, je vous dis les choses au fur et à mesure. Je savais pas si j'allais en parler en débutant le live, puis après c'est sorti, donc je me suis dit maintenant je l'ai dit. Hein. Et je pense que c'est important aussi de montrer qu'il y a d'autres réalités, qu'on peut avoir vécu dans le milieu de la drogue, pris des drogues dures, avoir été dans les limites de l'addiction et pour autant avoir fini en doctorat, et avoir vécu toute une autre existence et une autre vie, quoi. Et la réalité, c'est que la guerre contre la drogue, en fait, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous prenez des gamins comme moi qui sont dans des situations désespérées, et vous les mettez en tôle. En fait, vous me mettez en tôle, ça veut dire que potentiellement je me sépare de ma copine de l'époque qui est devenue ma femme avec qui je suis depuis 16 ans. Vous enlevez de ma vie la seule relation que j'ai stable et qui va m'aider à m'en sortir. Vous m'enlevez peut-être la possibilité de faire mes études derrière. Vous m'enlevez une possibilité de sortir justement de cette vie d'outsider et d'avoir enfin une vie ordinaire, quoi, une vie qui soit dans les normes. Donc en gros, vous m'enlevez toute chance d'avoir eu de sortir de ma merde, quoi. Vous m'enfermez dedans, vous me dites maintenant tu vas vivre là-dedans, et puis voilà. C'est trop facile, c'est trop facile. Moi, les gens qui me disent ça, je leur dis, il y a aucun souci, vous voulez faire la guerre à la drogue, d'accord, machin, mais vous vous mettez dans nos baskets pendant 3 ans.
vous vivez dans nos baskets pendant 3 ans, et si à la fin des 3 années, en n'ayant rien, en étant précaire, en étant coupé de toute votre famille et tout, et en vivant dans ces milieux-là, vous continuez à considérer que foutre les gens en prison, c'est la solution, je serais mort de rire, quoi. Vraiment, je serais mort de rire. Donc pour revenir à la guerre à la drogue, vous voyez, c'est absurde, ça ne fonctionne pas, et les exemples montrent en plus que c'est instrumentalisé. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler du Mexique. Je reviens un peu sur mon rail, parce que le cas mexicain, je le trouve extraordinaire, vraiment, il est passionnant, quoi. En fait, donc non seulement la guerre à la drogue au Mexique a amené l'établissement des cartels, donc c'est-à-dire qu'en attaquant les réseaux, on a fait grossir d'autres réseaux qui sont devenus tellement puissants qu'ils sont indestructibles. On a tué 250 000 personnes, 90 000 personnes sont considérées comme disparues, mais en plus ça n'a rien changé au niveau de la drogue, hein. Il y a toujours énormément de drogue qui circule, énormément de trafic, énormément de personnes droguées, et l'État est dans un état de violence permanente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des journalistes qui ont bossé sur ça, des journalistes mexicains, et notamment une journaliste qui s'appelle Don Palais, qui note que en fait l'état d'instabilité permanent dans lequel se retrouve aujourd'hui le Mexique est finalement bénéfique à qui ? À d'autres groupes que les cartels. C'est-à-dire qu'il y a les cartels qui en bénéficient parce que ça leur permet de maintenir leur trafic, etc. Mais aussi, et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, donc c'est une journaliste, hein, on ne fait pas du complotisme, je vais vous donner toutes les sources et tout au fur et à mesure, mais il y a cette journaliste, donc Don Palais, qui constate que l'état d'instabilité permanent dans lequel est le Mexique aujourd'hui par rapport à la guerre contre la drogue est bénéfique, donc aussi au secteur financier et notamment aux industries extractives et au complexe militaro-industriel. Et ça, c'est pas la seule à le dire. Il y a énormément de journalistes et de chercheurs et chercheuses mexicains qui constatent que, en réalité, cette guerre permanente n'est pas une guerre contre la drogue, mais une guerre pour le contrôle du territoire. C'est ce que dit la chercheuse Guadalupe Correa Cabrera, qui dit, en gros, la guerre au Mexique n'a pas été une guerre contre la drogue, c'est une guerre pour le contrôle du territoire sur une aire riche en hydrocarbures. C'est pas qu'une guerre contre les pauvres, c'est une guerre pour s'accaparer en fait des zones qui étaient protégées, qui sont des territoires locaux, qui étaient protégés par les habitants. Franchement, vous regardez, c'est la conquête de l'Ouest, quoi. C'est en gros, là il y a du pétrole, ben écoutez, on va débarquer, on va buter ces mecs, on dira que c'était pour lutter contre les Indiens ou un truc comme ça, et on s'en empare et on prend la zone, quoi. Donc en gros, c'est une stratégie, la lutte contre la drogue, c'est pour ça qu'elle se maintient et qu'elle est, malgré le fait qu'elle ne fonctionne pas, ça fait des décennies et des décennies qu'ils font la guerre à la drogue, ça ne change rien, les cartels sont toujours en place, les gens consomment toujours autant, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'ils la maintiennent ? Parce qu'en fait, ça permet de détruire des oppositions à l'exploitation de certaines ressources. Et ça, il y a un chercheur qui s'appelle Pierre Gossin, qui est un chercheur français qui travaille au Mexique, qui a fait une analyse statistique des déplacements de population au Mexique, et c'est hyper intéressant parce qu'en regardant les déplacements de population et les violences sur les populations, là où il y a des grosses zones où il y a beaucoup de disparus et de gens qui sont tués, et ben en fait il a remarqué que c'était toujours à proximité de gisements de gaz de schiste. Et en fait on tue et on déplace des populations en disant c'est la guerre à la drogue, nanana, machin, etc. Et on récupère certaines zones. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube aussi, hein, je gratte un peu, mais bon, si ça me permet d'avoir les 10 000 pour un CNC, franchement, je le demande. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, ça permettra que je fasse des vidéos. J'ai quelques projets de reportage un peu plus longs, un peu plus développés sur un certain nombre de sujets, les OQTF, la drogue et tout ça. Ça donnera notamment lieu à une vidéo longue, hein, la guerre à la drogue. Et du coup, en gros, sur cette lutte contre la drogue, en fait, il y a un journaliste qui s'appelle Federico Mastrogiovanni, qui est un Italien qui travaille beaucoup sur les réseaux et tout, et qui vit au Mexique, qui a remarqué que les disparitions forcées au Mexique ne sont pas du tout aléatoires et qu'elles ont toujours lieu dans des zones d'expansion du secteur de l'énergie. Donc, si vous voulez, la question de la drogue, il faut bien se rendre compte, et c'est sur ça que je veux insister, parce que moi, ce que je posais comme question au début du live, c'était mais que faire quand on est de gauche par rapport à la question de la drogue ? La question de la drogue, on doit en sortir et on doit arrêter d'en faire une question morale. Et c'est ce que j'ai regretté dans la séquence par rapport à Andy Kerbrat, c'est que finalement pour moi il y avait deux solutions et on n'en a pris aucune. C'était soit on se plaçait purement sur la question légaliste et qu'on disait on a un député qui n'a pas respecté la loi, il a merdé, voilà, point. Soit on se plaçait complètement dans ce discours politique que je suis en train de tenir actuellement, qui est en train de te dire on fait la guerre à la drogue, quoi, si vous voulez. Nous, on n'est pas du tout là-dedans, on est contre et on va développer un discours politique et on développe cette analyse que je suis en train de faire. Avec évidemment toutes les précautions d'usage qui sont que on va être dans des médias mainstream, que ça va être galère, qu'il faut des éléments de langage, mais j'ai tout à fait confiance dans les partis politiques pour être capable de développer un argumentaire clair et sourcé sur ce genre de sujet, quand bien même
même on serait dans une sauce médiatique. Aujourd'hui, on a des exemples à l'échelle mondiale de l'instrumentalisation de la guerre à la drogue contre la démocratie, contre les populations, pour l'accaparement des ressources, et montrer en fait que c'est une question du contrôle de la violence sur le territoire national. La guerre à la drogue, en fait, c'est purement et simplement une manière d'imposer le contrôle de la violence sur le territoire national en laissant un certain niveau de violence qui va favoriser des intérêts particuliers. Et du coup, si on n'est pas sur ça, ça veut dire qu'on laisse les récits de la droite et de l'extrême droite s'installer, et finalement qu'on se condamne parce que on va laisser le champ sécuritaire se transformer par des séries de mesures, hein, les lois contre la drogue, les lois sur la sécurité, qui sont toujours des lois extra-légales, de la même manière qu'avec la lutte contre le terrorisme, on laisse le champ du sécuritaire se transformer avec toujours plus de mesures extra-légales, et à un moment donné, ça se retourne concrètement contre nous. Ça veut dire que ça va être le harcèlement des journalistes qu'on est en train de vivre actuellement. Je vous rappelle qu'en ce moment, là, il y a des choses qui se passent sur les journalistes qu'on n'a jamais vues avant. Et donc, du coup, il y a vraiment un truc qui se joue là-dessus. C'est vraiment notre capacité à maintenir de la démocratie. Donc, je crois qu'on doit vraiment s'emparer de ces sujets, on doit les mettre au cœur de l'actualité, et finalement, l'affaire Andy Karbrat, c'était l'occasion. Peut-être qu'on aurait pu retourner ça à notre avantage et on l'a peut-être pas assez fait, quoi.